Au lendemain de son titre de champion de France, le premier de l'histoire du football professionnel du pays, l'Olympique lillois s'impose comme l'un des plus grands clubs français. Mais la vérité d'un jour n'est pas toujours celle du lendemain. En proie aux dettes et avec un nouveau conflit mondial qui pointe le bout de son nez, le club nordiste va vivre des moments de joie et de galère jusqu'en 1944, date de création du Lille Olympique Sporting Club. L'épisode 2 de l'histoire des Dogs, c'est maintenant. La saison post-titre 1933-1934 est marquée par la fin des deux poules Nord-Sud et par la création d'un championnat avec une poule unique. Lors du mercato, les dirigeants lillois se sont attachés les services de l'attaquant hongrois András Simonyi, qui ne marquera pas moins de 19 buts en 26 rencontres de première division, permettant aux Dogs de terminer meilleure attaque du championnat. Ce jeu, résolument offensif, paye puisque l'OL joue les premiers rôles pendant toute la saison. Au soir de la 23e journée, l'équipe, entraînée par le Belge Robert De Ven, est première du championnat. Et lors de la dernière journée, alors que l'OL est sur le point de conserver son titre, menant 2-0 sur le terrain de l'OGC Nice, les Lillois encaissent 3 buts, sans trop savoir pourquoi et sans sursaut d'orgueil. Avec cette défaite, c'est le FC 7 qui terminera champion et l'OL ne sera que 4e. Pire encore, les nordistes seront éliminés en demi-finale de Coupe de France, encore une fois contre 7, qui réalisera cette saison le doublé Coupe-Championnat, le tout premier de l'histoire. Cette énorme désillusion va pousser le club à se renouveler et plusieurs champions de France en 1933, comme Barrett et Varga, quitteront le club sans oublier le coach De Ven, qui laissera sa place à l'anglais Bob Fischer. L'OL va frapper un grand coup sur le marché des transferts en s'attachant les services de Istvan Lukács, meilleur buteur du championnat la saison dernière, avec 7. Le Hongrois, auteur de 28 buts, est censé créer une attaque de feu avec Simonyi, mais Lukács ne marquera que 10 buts lors de la saison 1934-1935. Avec ces transferts et la construction de nouvelles tribunes du stade Victor Bouquet, pour répondre à la popularité croissante du club lillois, l'OL se retrouve endetté à hauteur de 150 000 francs et ne termine que 7e du championnat, ce qui pousse Henri Joris à se séparer du coach Fischer, mais aussi et surtout à évoquer une fusion avec le SC Fives pour glaner de nouveaux titres et renflouer les caisses. Mais cette idée ne restera qu'au stade de discussion, enfin pour le moment. Après une surprenante deuxième place en 1936, l'OL se retrouve orphelin de son duo hongrois et terminera respectivement 5e et 7e en 1937 et 1938. C'est à cette époque que la France va accueillir la Coupe du Monde de football 1938. Le 12 juin, le stade Victor Bouquet va accueillir le quart de finale entre la Suisse et la Hongrie, qui reste à ce jour le seul et unique match de Coupe du Monde joué à Lille. Alors que la commission chargée de la répartition des matchs envisageait de jouer la rencontre dans un stade plus moderne, c'est la volonté farouche et le poids politique important d'Henri Joris qui permettra à cette rencontre de voir le jour dans la capitale des Flandres. La question du stade a toujours été un problème à Lille, car même si tout le monde s'accorde de la bonne organisation du match au lendemain de la victoire hongroise, la presse de tout le pays rapporte que le stade de l'OL est trop juste pour ce type d'événement. Le journal Le Miroir des Sports souligne que jamais n'a été plus nettement démontré l'insuffisance du stade Victor Bouquet pour une grande ville telle que Lille. On rapporte aussi que les deux équipes ont souligné l'étroitesse du terrain qui avait pourtant été élargi à 70 mètres rien que pour ce match. Tout cela fait dire que la ville ne possède pas de stade suffisamment grand pour les grandes manifestations sportives, contrairement à d'autres villes comme Lyon, Marseille ou Bordeaux, et même Fives, qui a fait un beau pied de nez à l'OL en inaugurant en septembre 1932 un stade flambant neuf de 25 000 places, le stade Albert Virneau, rebaptisé stade Jules Lemaire en 1937. Du côté de l'Olympique lillois, les résultats en championnat continuent d'être mitigés, malgré un énième changement d'entraîneur avec le Hongrois Jenő Konrád, le 3e en 3 saisons.
Lors de la saison 1938-1939, l'OL n'y arrive toujours pas et se classe 5e alors que le club était leader de la première à la 14e journée. Malgré cette déception en D1, Lille va participer à une formidable épopée en Coupe de France. Après une victoire en 16e contre Toulouse et en 8e contre Bordeaux, les Dogs s'imposeront 4-1 contre Nancy après un match d'appui. En effet, lors du premier quart de finale, le score fut de 1 partout à la fin du temps réglementaire et des 30 minutes de prolongation. Les tirs au but n'existant pas à cette époque, le match est rejoué et remporté par l'OL. En demi-finale, les Lillois retrouvent leur principal rival sportif des dernières années, le FC 7, leader solide en championnat et qui finira par glaner son deuxième titre de première division à la fin de la saison. Sur le papier, les Sétois partent favoris, mais sur le terrain, les Dogs montrent un visage conquérant et parviennent à s'imposer 1-0 à la surprise générale. Lille est en finale de Coupe de France pour la toute première fois de son histoire. Le 14 mai 1939, alors que la guerre pointe de plus en plus le bout de son nez, l'Olympique lillois affronte le Racing Club de France devant plus de 52 000 spectateurs au stade olympique de Colombes. Sur le papier, la rencontre est équilibrée et le match démarre tambour battant avec un but parisien dès la 4e minute de jeu. Le Racing, en culotte noire, sur une ouverture de Vénante, marque le premier but par l'intermédiaire de Pérez. À la 19e minute, Kalocsai, un autre attaquant hongrois de l'OL, égalise avant que le Racing inscrive 2 autres buts avant la mi-temps. Ce score de 3-1 n'arrivera pas à être renversé par l'OL devant des Parisiens qui vont jouer en défense toute la seconde période. Cette défaite, traumatisante pour beaucoup de joueurs et de supporters, le sera aussi pour Henri Joris qui quitte toutes ses fonctions au sein de l'OL après cette défaite. Mais cette défaite n'est rien par rapport à la menace qui plane sur l'Europe tout entière. Le 1er septembre 1939, le Troisième Reich envahit la Pologne, la mobilisation générale est décrétée, la Seconde Guerre mondiale débute et le football va en être, une fois de plus, très impacté. Devant cette mobilisation générale, les activités du club vont être stoppées. Mais le 29 mars 1940, c'est un autre drame qui touchera l'Olympique lillois, le décès d'Henri Joris des suites d'une longue maladie. À l'âge de 60 ans, le président historique de l'OL, qui aura fait du club l'une des plus grandes institutions de l'Hexagone, n'est plus. 3 ans plus tard, le stade Victor Bouquet sera renommé en son nom, Stade Henri Joris. C'est dans ce stade que le club nordiste évoluera jusqu'en 1975 avant de déménager au stade Grimont-Pré-Joris, enceinte du LOSC jusqu'en 2004. Pendant 60 ans, le nom de Joris restera ancré dans l'histoire du club et c'est la moindre des choses. 2 mois plus tard, l'offensive allemande en France sera fatale à Gabriel Coyer qui tombera au champ d'honneur. L'armistice est signé avec l'Allemagne 1 mois plus tard. C'est le début du régime de Vichy et de la collaboration. Lille se retrouve alors en zone occupée et c'est Henri Kretschmar, un homme d'affaires ayant fait fortune dans le commerce de la fourrure, qui prend les rênes du club. Avant cela, il fut vice-président de la Fédération française de basketball, sélectionneur de l'équipe de France de basket, puis membre du comité directeur de l'OL, lui qui était un grand ami d'Henri Joris. Après cette défaite militaire, le football reprend pour la saison 1940-1941. Le championnat dit de guerre est divisé entre la zone libre, la zone occupée et la zone interdite, ne comprenant que des clubs du Nord, auxquels l'Olympique lillois décide de ne pas participer, au contraire du RC Lens, qui terminera premier de ce championnat composé de 5 clubs nordistes, mais n'ayant aucune valeur officielle. Lors de cette saison, le président va miser sur des jeunes joueurs formés au club pour pallier les pertes liées à la guerre, mais dans l'optique de former une équipe compétitive, l'Olympique lillois et l'Iris Club, relocalisés à Lambersart, vont de nouveau fusionner en 1941 afin de former l'Olympique Iris Club lillois. Dans cette saison qui ne couronne toujours pas de champion national, l'OICL termine 5e sur 12 en zone interdite, mais va surtout recruter un jeune joueur de 18 ans venu de Lambersart, Jean Barat. Ce petit génie n'est pas doué qu'au poste d'attaquant, puisque durant l'été 1942, Jean Barat devient champion des Flandres de tennis. La diversité de ses activités lui vaut alors le surnom de touche-à-tout, et cela ne va pas s'arrêter là. En effet, lors de la saison 1942-1943, le jeune Jean va faire parler sa polyvalence, mais dans le même sport.
Alors que les zones laissent place à un groupe nord et à un groupe sud délimité par la zone de démarcation, le 16 mai 1943, les deux rivaux historiques de l'Olympique lillois et du SC Fives s'affrontent pour l'un des derniers matchs de la saison. Ils ne le savent pas encore, mais ce derby entre les Dogs et les Diables Bleus sera le dernier. À cette époque, l'information se trouve exclusivement dans la presse collaborationniste comme le Grand Écho du Nord de la France ou l'hebdomadaire Les Sports du Nord. Alors qu'en une, on se réjouit des bombardements sur Londres, des pertes de l'URSS, et que les déclarations de Pétain ou Hitler déplorant le fléau juif font les grands titres, le football a une fonction idéologique claire. Faire comme si tout était normal et servir de continuité avec la vie d'avant. C'est dans ce contexte que les deux clubs se rencontrent, mais l'OICL se retrouve privé de nombreux joueurs. Dans les compositions annoncées le matin même, 2 changements sont à noter dans les buts. À Fives, le gardien titulaire blessé est remplacé par son numéro 2. Et du côté de Lille, pas de gardien numéro 1 ni de numéro 2, mais Jean Barat. Le plus extraordinaire, c'est qu'aucune explication n'est avancée et que cette titularisation ne semble susciter aucune surprise dans la presse. Et le pire, c'est que le petit Jean est loin d'être mauvais. À la mi-temps, le score est de 0-0 et il se dit que si le gardien lillois était présent et Jean Barat au poste d'avant-centre, le score aurait pu tourner en faveur des Dogs. En deuxième mi-temps, les Fivois vont faire la différence et l'OICL s'incline finalement 2-0. Jean Barat est quant à lui glorifié dans la presse, on lui rapporte une excellente performance de sa part, bien meilleure que celle du gardien fivois. Une histoire qui se reproduira en 1952 et dont nous reparlerons dans le prochain épisode. Dans la foulée de cette saison où le RC Lens termine de nouveau premier sans décrocher de titre, une équipe des Flandres, composée de joueurs de Fives comme Bourbot ou Prouf, de Lille comme Darrouy et Stéphaniak, et même de Lens comme Marek ou Lewandowski, part affronter l'équipe de Champagne à Paris pour la finale de la Coupe des provinces françaises. Alors que les Flandres l'emportent, l'organisation de cette coupe, voulue par le régime de Vichy, s'annonce comme le prélude d'une réorganisation du championnat de France pour la saison suivante, le championnat fédéral. Auparavant, il y avait aussi eu l'équipe de la Ligue du Nord, juste avant la guerre. Cette sélection des meilleurs joueurs du Nord a succédé au Lion des Flandres que nous avons évoqué lors du dernier épisode. À cette époque, l'identité footballistique était bien plus régionale qu'aujourd'hui et les rivalités des clubs s'effaçaient sans souci le temps d'un match. Comme il n'y avait pas de Coupe d'Europe à l'époque, ces équipes étaient un moyen d'affronter des clubs étrangers. La Ligue du Nord a notamment battu Sunderland, champion d'Angleterre en 1936, vu comme une très grosse performance. C'est dans ce contexte qu'est lancé un projet de fusion entre l'OICL et le SC Fives au printemps 1943. Un projet qui sera stoppé par la mise en place du championnat fédéral pour la saison 1943-1944. Devenu ministre des Sports du régime de Vichy en 1942, le colonel Joseph Pasco va mettre en place ce championnat particulier qui n'aura lieu que lors de cette saison. Les 32 équipes professionnelles perdent ce titre et sont remplacées par 16 équipes dites fédérales. Les anciens joueurs professionnels sont alors rémunérés comme des fonctionnaires du régime de Vichy et sont affectés aux nouvelles équipes fédérales. Les clubs qui le souhaitent peuvent néanmoins continuer leur activité dans des championnats amateurs et participer à la Coupe de France. C'est ainsi que Lille et Fives sont désormais affectés à l'équipe fédérale Lille-Flandre. Grand buteur de Fives, René Biel marquera en 30 matchs 38 des 78 buts marqués par cette équipe. À la fin de la saison, où cette équipe fédérale terminera deuxième derrière l'équipe Lens-Artois, le président de l'Iris Club, Raymond Sergent, décide une fois de plus de quitter l'OICL pour reprendre son indépendance. L'OICL redevient donc l'OL pendant l'été 1944. Mais malgré ce divorce, le championnat fédéral n'a fait qu'accélérer le processus de fusion avec Fives, puisque dans les faits, l'équipe Lille-Flandre est en quelque sorte les prémices de ce que l'on verra par la suite. Après de multiples discussions et tractations, le président de Fives, Louis Hainaut, qui était au départ contre cette fusion, va finir par l'accepter après la proposition des dirigeants de l'OL que ce soit Hainaut qui devienne le président de ce nouveau club. Cette entente va permettre aux deux clubs de concentrer leurs moyens financiers et de faire jouer ensemble les meilleurs joueurs des deux équipes en évitant la disparition des deux clubs. Avec un stade plus aux normes, les dirigeants de Fives vont obtenir l'alternance des matchs à domicile entre le stade Jules Lemaire et le stade Henri Joris.
C'est ainsi que le 23 septembre 1944, le Stade lillois est créé. Mais le 10 novembre, moins de 2 mois après cette fusion, le club va changer de nom. Dans l'optique de rendre hommage et de garder un souvenir de ces deux grands clubs, le Stade lillois est alors rebaptisé Lille Olympique Sporting Club. Le Lille Olympique pour l'OL et le Sporting Club pour le SC Fives. Quant au maillot, il garde les couleurs de l'OL, blanc avec quelques touches de rouge. Le short adopte quant à lui le bleu de Fives et le maillot arbore le blason de la ville de Lille comme logo. Et le 25 novembre 1944, cette fusion et ce nouveau nom vont être officiellement entérinés. Le LOSC est né.